Après les libertés publiques, le Parti socialiste livre son diagnostic et lance ses réflexions sur l'éducation. L'éducation au programme de Bouge la France. Avant de revenir sur le téléchargement, députés et sénateurs tentaient ce soir de se mettre d'accord sur un texte commun. Vous serez les premiers à connaître leurs conclusions. Pas de suspense en revanche sur le marché de l'immobilier. Les prix baissent. C'est désormais une certitude. Analyse et commentaires. Pierre Sled, Jean-Louis Gombaud. C'est Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. On parlera effectivement du téléchargement illégal si la commission paritaire se termine, parce que pour l'instant c'est pas le cas, donc on ne sait pas si on aura notre invité. Mais de toute façon, nous allons commencer par l'immobilier. Alors ça y est, on a la confirmation, les baisses de l'immobilier sont effectives. La nouveauté entre guillemets, c'est qu'on savait que ça c'était valable pour le neuf, mais maintenant on sait que l'ancien aussi est touché, moins 10%. Est-ce qu'on rentre dans une période durable de baisse, Jean-Louis? Sans doute, et c'est ce que confirmaient les statistiques et prévisions de la Chambre des notaires et de la FNAIM, c'est-à-dire les agents immobiliers, cet après-midi. Alors c'est vrai que cette baisse de l'immobilier, on l'attend depuis maintenant des mois, elle est en réalité engagée simplement depuis le dernier trimestre de 2008, puisque si vous prenez l'ensemble de l'année 2008, grosso modo, les prix sont restés à peu près stables. Et puis brusquement, là, ils ont baissé de 10% pendant le premier trimestre de 2009. C'est quand même une véritable cassure. Mais les experts ne s'attendent pas à une accélération de cette baisse, puisqu'ils nous disent pour l'année 2009, il y aura une baisse moyenne également de 10%. Il y a quand même un signe, c'est que les transactions sont quand même nettement ralenties et finalement, ce qui arrive maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le fruit de ce qui s'est passé avant. Alors les chiffres là aussi sont effectivement parlants et confirment ce que vous venez d'avancer. Pendant l'année 2007, il y avait à peu près 1 350 000 achats de biens immobiliers, que ce soit du neuf, de l'ancien, des maisons ou des appartements. En 2008, on est passé à 750 000. Donc il y a eu une baisse de 30% pendant l'année 2008 des transactions sur l'immobilier. Et ça n'a pas permis de faire baisser véritablement les prix. C'est-à-dire que les propriétaires arrivaient, malgré cela, à tenir leur prix en disant les gens finiront bien par acheter au prix que je veux. Et puis au dernier trimestre 2008, les transactions ont baissé de 50%. Donc là, ça a commencé à avoir un petit problème. Et on retrouve 30% de baisse des transactions pendant le premier trimestre 2009. Et là, les propriétaires, et c'est pour ça qu'on a maintenant cette baisse de prix, c'est à l'échelle de la France, parce qu'il y a des différences selon les villes. Et effectivement, là, je dirais, il y a un ajustement du prix face à une réalité. La chute des transactions pour l'Île-de-France, par exemple, elles ont baissé de 50% pendant le premier trimestre 2009. Oui. À partir de là, c'est difficile de ne pas ajuster les prix. Mais alors, si on poursuit le raisonnement jusqu'au bout, les transactions baissent, donc les prix baissent. Ça, on est dans cette phase-là. Est-ce que maintenant, parce que les prix baissent, eh bien, les transactions vont reprendre? Alors, c'est ce qu'espèrent évidemment, généralement, les propriétaires. On a assisté ces derniers mois à un double phénomène. Cette baisse de prix que l'on vient d'évoquer, 10%, et une baisse des taux d'intérêt, à peu près sur 3 mois, de 1%. Ce qui fait que sur 3 mois, le pouvoir d'achat immobilier des Français a augmenté de 5,5%. Et pourtant, malgré cette augmentation en pouvoir d'achat immobilier, si on peut dire, les transactions ne reprennent pas à l'évidence. Il est vrai que, si vous prenez les 10 dernières années, le prix de l'immobilier a augmenté de 150%, 3 fois plus vite que le salaire moyen des Français. Autrement dit, malgré la baisse de 10% à laquelle nous assistons en ce moment en moyenne, l'immobilier reste extrêmement cher. Donc, surtout dans les grandes villes comme Paris. Surtout dans les grandes villes comme Paris, il reste encore largement inabordable. Et puis là-dessus se greffe un phénomène qui provoque la baisse de l'immobilier aussi, c'est la crise. C'est-à-dire que si vous investissez dans l'immobilier, vous investissez pour le long terme. Or, ce long terme, il est inconnu pour la grande majorité des Français. Et il y a un sondage qui est intéressant. L'année dernière, à la même date, 6% des Français étaient décidés à acheter un bien immobilier. Je ne dis pas qu'ils aimeraient avoir un bien, il y en a beaucoup plus qui aimeraient, mais qui a été décidé à faire une transaction immobilière. Actuellement, les sondages montrent que c'est seulement 5%, malgré la baisse des prix. Autrement dit, les gens se disent, c'est pas sûr, l'avenir n'est pas sûr, je préfère m'abstenir. Et enfin, ils s'abstiennent d'autant plus volontiers
que tout le monde parie sur une baisse des prix. Je suis en location, 31% des Français estiment que la location est plus intéressante que l'achat aujourd'hui, ce qui est un niveau assez élevé, 31%. Donc ils disent les prix vont encore baisser. Eh bien, à ce moment-là, quand ils auront bien baissé, je répondrai présent. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. On va parler de l'école en danger, c'est ce que pense le PS, on va en débattre. Le titre d'un nouveau livre, un état des lieux sorti des presses du Parti socialiste, celui de l'éducation. Le PS qui ouvre ses chantiers de réflexion sur ces questions déterminantes pour l'avenir du pays. Le débat est ouvert dans Bouge la France avec autour de Pierre Sled, Bruno Julliard, il est secrétaire national du PS à l'éducation, et Jean-Claude Carle, sénateur UMP de Haute-Savoie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va parler effectivement de ces cahiers l'école en danger, l'état des lieux de la politique éducative du gouvernement, avec des propositions. C'est pas seulement une critique, Bruno Julliard, c'est aussi des propositions point par point. On va en parler. Alors, en regardant ça attentivement, on se dit, la première question que je vais vous poser, on se dit, il y a une chose ou deux que vous trouvez bien dans l'éducation parce que vous critiquez tout là-dedans. Mais je vais vous dire, lorsque je l'ai rédigé avec d'autres militants et surtout en lien avec les fédérations du Parti socialiste qui sont beaucoup mobilisées pour rédiger, notamment donner des exemples, je souhaitais absolument que on trouve des mesures positives pour que justement on ne puisse pas nous accuser de vouloir avoir fait de tout bois et pas seulement de la critique. Il y aurait pu en avoir une, qui est le soutien scolaire pour les élèves en difficulté dans le primaire. Sauf qu'en réalité, et c'est ce qu'on essaie de démontrer, l'organisation de ce soutien scolaire, malheureusement, s'est traduit en général par des dégradations des conditions de travail des enseignants et en plus des dégradations de conditions d'études des élèves. Honnêtement, malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'à moins que l'étude n'ait pas été suffisamment attentive, mais malheureusement, je ne vois pas d'éléments positifs actuellement dans la politique éducative de notre pays. Cela dit, vous dites actuellement, il est vrai, Jean-Claude Carle, que les gouvernements successifs depuis quelques années de droite ont fait tout ce qu'il fallait pour se faire taper sur les doigts avec les règles d'instituteurs, parce que il y a eu des avancées, des retours en arrière, l'épisode du CPE, et maintenant Xavier Darcos qui annonce une réforme qui revient en arrière, on va faire ça dans un an. C'est vrai que ça ne présente pas tous les gages de stabilité. Peut-être. Vous êtes d'accord? Peut-être, mais ce que je constate, c'est que j'ai pas lu la proposition donc de Monsieur Julliard, je la lirai attentivement, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même que dans ses propos, il y a une certaine rupture avec le discours du Parti socialiste qui était de toujours plus, toujours plus de moyens. Et M. Julliard reconnaît que la seule inflation budgétaire n'est pas la bonne réponse. Et c'est effectivement le cas, puisque le budget de l'éducation nationale a doublé au cours des 20 dernières années et que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais aujourd'hui, moi le chiffre qui m'obsède, c'est qu'aujourd'hui, un fils d'ouvrier a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un fils d'enseignant ou de cadre supérieur. Et que le véritable problème, il est là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on ne veut pas parler de sélection, mais cette sélection, elle existe, elle est odieuse. Parce que c'est la sélection de ceux qui savent et de ceux qui ont. Ceux qui savent, qui connaissent les méandres du système et les difficultés du parcours, et ceux qui ont, qui peuvent permettre à leurs enfants d'avoir des mesures de soutien. Et c'est ce qu'a voulu corriger Xavier Darcos. Monsieur Julliard le reconnaît, que les mesures de soutien qui ont été inscrites dans la loi Fillon, dont j'étais le rapporteur, sont une mesure qui vont dans le sens de cette réduction des inégalités. Car aujourd'hui, nous avons tous échoué, la droite comme la gauche, pour réduire ces inégalités du système éducatif. Vous en parlez là de ces mesures entre guillemets pour les familles pauvres, l'accès aux grandes écoles, etc. Vous dites qu'en gros c'est un petit peu pipeau, on fait ça pour donner des exemples, mais en fait que ça fonctionne pas de façon implacable. Ce que nous avons voulu démontrer, c'est que souvent on nous accuse de ne taper que sur les moyens et sur les réductions de moyens. Ce qui est d'ailleurs une attitude légitime, parce qu'effectivement, les conséquences des réductions de postes et des restrictions budgétaires sont désastreuses dans bon nombre d'endroits. On ferme des classes. C'est le mammouth, c'est pas une invention de la droite, je vous le signale. C'est pas une invention de la droite, c'est pas franchement ce que la meilleure formule qu'a trouvé ni Claude Allègre ni les gouvernements de gauche. Mais surtout, moi, ce que j'ai voulu voir, c'est pas uniquement s'arrêter au slogan, mais de voir concrètement comment tout cela se traduit. Et ça se traduit par des fermetures de classes. Je suis allé à Metz il y a pas longtemps. On cherche un collège à fermer.
fermés, alors qu'aucun des collèges en réalité ne devrait être fermé, sauf que les consignes du rectorat, c'est il faut absolument fermer un collège. C'est-à-dire qu'on en est à un tel point où ce qui dicte la politique éducative de notre pays, c'est d'abord les restrictions budgétaires. Cela dit, je pense qu'on ne peut pas réduire, c'est ce que nous serons d'accord sur ce point-là, on ne peut pas réduire la politique éducative de notre pays uniquement à des questions de moyens, des questions de budget. Mais je pense que, et c'est ce qu'on a voulu démontrer, c'est que je crois qu'il y a une cohérence politique et idéologique à la droite. Et je vous reconnais ça, ce qui n'est pas forcément le cas à gauche d'ailleurs. Il y a une réelle cohérence qui est une politique d'affaiblissement du service public ou de promotion des valeurs et de la réussite individuelle aux dépens de la réussite collective, de promotion de la concurrence et finalement une marchandisation de l'école. Lorsqu'on favorise autant l'école publique, l'école privée, aux dépens de l'école publique, avec des restrictions de postes qui sont nettement inférieures aux restrictions de postes dans l'école publique. Lorsqu'on démantèle la formation professionnelle des enseignants. Lorsque, au final, on trouve quelques mesures pour faire un peu paillette, c'est-à-dire on dit on va aider les élèves en difficulté. Sauf qu'on est en train d'affaiblir tout le système qui fait qu'en réalité ceux qui pourront s'en sortir, c'est exactement ce que vous condamnez, mais vous amplifiez ce phénomène-là. Les seuls qui pourront s'en sortir, c'est finalement ceux qui ont le bagage culturel et social suffisant. Non, je ne peux pas vous laisser dire qu'on affaiblit le public en favorisant le privé. Vous savez très bien, comme moi, non, absolument pas, que le privé avait pris un certain nombre de retards et qu'il était normal de rattraper ce retard. Moi, je voudrais revenir sur les moyens, car ça n'est pas. Moi, vous savez, j'ai pas de certitude. J'ai un certain nombre de convictions, mais j'ai pas de certitude. Mais j'en ai une. C'est que pas par la seule inflation budgétaire qu'on réglera le problème. Je vous donne qu'un chiffre. Je vous ferai remarquer que là, vous ne faites pas de l'inflation. Vous réduisez drastiquement les moyens. Est-ce que vous pouvez dire par contre que vous réformerez mieux le système avec moins de moyens? Vous en êtes sûr de ça? Ça, c'est une certitude par contre. Cher Monsieur Julliard, on essaye d'adapter les moyens en fonction des effectifs, ce qui n'avait pas été le cas. Vous le savez très bien. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur la gestion des personnels de l'éducation. Mais non. Le seul endroit où le nombre d'élèves diminue, c'est le lycée, c'est là où vous maintenez les moyens. Il augmente dans le primaire, vous réduisez les moyens. En 98, nous avions détecté 30 000 enseignants en surnombre, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on avait appelé une académie virtuelle. Monsieur Allègre, à l'époque ministre, reconnaissait que c'était pas vrai. Depuis, il a commis un livre, il en a trouvé 80 000. Il faut aujourd'hui, j'allais dire, essayer de mettre en adéquation les moyens avec les effectifs. C'est l'une des propositions de Xavier Darcos. Et ça n'est pas mettre en péril l'éducation. Vous savez, je crois vous n'avez pas le monopole de l'éducation. Vous n'avez pas le monopole de l'éducation. Là encore, je crois qu'il ne faut pas non plus demander à l'éducation de vouloir résoudre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas de son domaine, et en particulier de la famille. Et que ça passe d'abord par une politique de la famille et de responsabilité de la famille. Je reprends ça, vous dites la droite, dans ce manifeste, vous dites la droite a une méthode qui consisterait à faire ce que vous dites. Vous ne croyez pas justement que le problème de la droite depuis des années, c'est qu'elle n'a pas trop de méthode? La gauche, je voulais dire. Non, la droite aussi avec l'éducation nationale. C'est vrai que pourquoi la droite a un problème avec l'éducation nationale? Je pense pas que la droite a un problème avec l'éducation nationale. La droite, elle essaye. Elle met quand même beaucoup de gens dans la rue, et ça, c'est. Non, mais parce qu'elle essaye de regarder sereinement quelle est la situation. Vous savez, l'éducation, pour moi, ça n'est pas une dépense. C'est un investissement. Et c'est le meilleur investissement qu'on puisse donner à nos enfants. Mais qui traité? Non, attendez. Vous avez une politique de dépense. Et la politique de dépense, c'est le toujours plus. Politique d'investissement, c'est différent. Une politique d'investissement, c'est la culture du résultat et c'est l'évaluation. Et que je crois que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait défaut dans notre système éducatif. Je crois que lorsque nous disons que la droite a une méthode, c'est qu'effectivement, on habille le discours avec la volonté de réforme. Et on explique que ceux qui sont contre les réformes, les syndicats, les partis politiques d'opposition, les enseignants, les élèves également, on explique que lorsqu'on n'est pas favorable aux réformes du gouvernement, nous sommes d'affreux conservateurs et nous ne voulons pas changer le système. Comme si il n'y avait qu'une seule voie de réforme. Et c'est d'ailleurs ce que, j'espère, nous démontrerons dans les mois qui viennent. Il y a une alternative. L'école a besoin d'être réformée. Je ne crois pas que la seule voie de réforme, ce soit la voie de réforme de la droite. Ensuite, sur les moyens, moi je suis évidemment d'accord avec vous. Évidemment, l'école est d'abord un investissement. C'est d'ailleurs pour ça que le rôle de l'État, c'est d'attendre beaucoup en termes de résultats. Ce que je constate, c'est que vous avez beau diminuer les moyens, les résultats, malheureusement, ne sont pas là. Mais là où c'est peut-être plus grave, vous les avez augmentés et les résultats ne sont pas là non plus. Parce que sur un certain nombre de points, nous n'avons pas fait des réformes suffisantes. J'en suis d'accord. Ça sera sûrement pour le tome 2 de votre Quand vous dites que les socialistes feront, pour les années, s'ils reviennent au pouvoir, de l'éducation une priorité budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réinjecter davantage d'argent, ou est-ce qu'on va faire attention à tout, y compris bonifier un peu ce qui existe là? Je crois que
Il y aura effectivement un préalable, c'est qu'il faudra redonner des moyens à l'éducation qui, de fait, dès aujourd'hui lui manquent. Lorsque on est obligé de fermer des classes, notamment dans des zones rurales, lorsqu'on est obligé de fermer des collèges, y compris dans des zones sensibles, où on sait bien que c'est limiter les RASED, supprimer parce que vous dites 30 000 postes en plus. Vous savez ce que c'était pas des profs qui étaient payés à rien faire, c'est des profs, c'était des enseignants. Bon, vous avez quasiment dit ça parce que vous avez repris le mammouth de Claude Allègre. Mais en réalité, il s'agissait d'enseignants qui étaient détachés notamment dans des associations d'éducation populaire et qui faisaient un travail déterminant sur l'environnement éducatif des élèves. Parce que c'est là, sur le fond, où nous avons un désaccord majeur. Vous dites l'école ne peut pas tout, c'est vrai. L'école ne peut pas tout, surtout dans une société comme la nôtre, où la violence augmente, où les inégalités sociales augmentent et où l'école à elle seule ne peut pas répondre à toutes les difficultés. Sauf que vous voulez limiter l'éducation à une simple instruction, c'est-à-dire une simple transmission de connaissances. La réforme de la pédagogie, par exemple, dans le primaire, c'est exactement ça. La simple transmission de connaissances brutes. Nous disons que l'école est là pour former les citoyens de demain. Donc ça veut dire qu'il faut une politique globale pour l'ensemble de l'éducation. Vous refusez cela, pourquoi? Parce que vous êtes favorable à une école élitiste qui permet la réussite de quelques-uns. Toutes vos politiques, je parle pas des moyens là, je parle sur le contenu de vos politiques. Pas du tout, toutes vos politiques convergent vers cet élément-là. Je viens de le dénoncer, ça. L'éducation reste pour nous une priorité. 58,7 milliards, c'est le budget de l'enseignement scolaire. C'est l'équivalent de ce que paye l'impôt sur le revenu. C'est la première ligne du budget de la nation. Et je le répète, c'est une priorité, c'est un investissement. C'est pas moi qui le dis, c'est Socrate. Vous irez expliquer ça dans des communes où on ferme des classes, ou dans des départements où on ferme des collèges. Écoutez, allez expliquer que c'est la priorité du gouvernement. Allez expliquer aux enseignants dans les écoles primaires où ils ne sont pas suffisants, en nombre suffisant pour assurer le soutien scolaire que vous-même avez décidé. Vous allez expliquer que c'est une priorité. Mais pour répondre à votre question, parce que c'est une vraie question, ça sera un préalable. Il faudra des moyens supplémentaires. Mais préalable, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faudra effectivement le décider, donc politiquement d'augmenter le budget de celui que nous hériterons, parce que de fait, on a tellement tapé dans le budget qu'aujourd'hui on touche l'os. Est-ce que la crise préalable, vous allez être content de ce que je vais dire. Il n'a jamais été aussi important. Vous allez être content, mais c'est complètement faux. Enfin, on est passé de 7,5 du PIB à 6,6 en 6 ans. Donc c'est absolument faux. Mais là, préalable, ça veut dire une seconde chose. Ça veut dire que c'est un acquis pour pouvoir faire des réformes. Moi, je suis convaincu que nous aurons beau mettre des moyens très conséquents dans l'école, si nous ne réformons pas, y compris en profondeur à certains strates, l'éducation, l'école, je suis convaincu qu'effectivement nous n'aurons pas les résultats escomptés. Pour ça veut dire qu'il faut un contrat de confiance qui aujourd'hui n'existe plus en raison de votre politique et de votre méthode, surtout entre les enseignants, leurs syndicats, les élèves et le gouvernement. Monsieur Julliard, je n'ai pas lu votre livre, je le lirai très attentivement, mais qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors justement, j'y viens. Alors ce qui est bien, c'est que si vous pouviez donner la même consigne à votre ministre, parce qu'on a plein de propositions à faire sur la réforme du lycée, par exemple, je remarque que nous sommes les seuls qui ne l'écoutent pas. Vous parlez des dispositifs d'accompagnement individualisés, il faut les inventer ou les réinventer, adaptés à chaque jeune qui sont en difficulté. Est-ce que c'est pas un peu utopiste de ne pas mettre un prof supplémentaire sur chaque jeune qui est en difficulté? On sait très bien que c'est pas possible. Là, par exemple, nous partons du principe que on fixe des ambitions qui sont très positives, droite comme gauche d'ailleurs, très positives pour l'école et ambitieux. Lorsqu'on dit il faut que tous les jeunes sortent du système scolaire avec une qualification, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que 80% arrivent au niveau du bac et 50% diplômés de l'enseignement supérieur. Ce sont des ambitions qui sont très fortes. Sauf que le système aujourd'hui n'est pas organisé pour permettre effectivement la réussite de tous et notamment l'accès à une qualification de tous. Je prends l'action du collège qui est totalement ignorée pour l'instant par vos réformes. Peut-être que ça va venir. Je ne pense pas. Mais le collège, qui est un des éléments, le collège qui est absolument, c'est une erreur. Mais le collège qui est un des éléments où se matérialise l'échec scolaire, notamment parce que les inégalités sociales, c'est là qu'elles sont le plus fortes. Là, par exemple, on voit bien que nous avons un système secondaire, pour aller vite et être un peu schématique, mais au final, qui est assez élitiste, parce qu'il organise la réussite de ceux qui termineront, en réalité, dans le bac scientifique. Mais pour tous ceux qui veulent terminer, qui veulent poursuivre leur orientation dans des filières professionnelles, c'est toujours une orientation par l'échec. Ou alors ceux qui sont en décrochage, les plus jeunes, notamment à partir de la 6e, la 5e, où on voit déjà un décrochage massif, là, le système scolaire ne permet pas une réponse adaptée à chaque jeune. C'est difficile, y compris parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause le poids des disciplines au collège. Donc là, c'est pas forcément évident pour la droite comme pour la gauche d'essayer de réformer notamment ce poids des disciplines, cette hégémonie des disciplines au collège. Ça remet en cause des méthodes pédagogiques. Mais sur tous ces éléments-là, je pense que si on a le courage de porter un projet politique ambitieux, alors nous arriverons à
à recréer de la confiance avec les enseignants, ce qui aujourd'hui manque beaucoup au gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour ça que malheureusement on souffrira d'immobilisme. Pour terminer, 30 secondes. Je vais vous le passer, oui. Le manifeste. Je le lirai. Moi, vous savez, je crois qu'il y a trois choses. La première, il faut sortir du postulat culturel dans lequel notre société est enfermée, qui a hiérarchisé les formes d'intelligence, et derrière le système a hiérarchisé les voies de formation. La deuxième, c'est de passer d'une logique de dépense à une logique d'investissement. Donc, qui dit investissement dit résultat et dit évaluation. Et la troisième, c'est qu'il faut que tout système éducatif apporte simultanément une triple réponse. Réponse sociale, au projet du jeune, il faut l'aider, il faut le conforter. Réponse aux besoins de l'économie et réponse en matière d'aménagement du territoire. Et ça, il n'y a qu'une méthode, c'est celle des 2 P, le partenariat et la proximité, parce que je suis convaincu, et vous le dites, je crois, dans votre publication, qu'aujourd'hui, notre système, comme l'ensemble d'ailleurs de notre société, est victime d'un grand mal qui est celui du corporatisme. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler maintenant d'Internet et du téléchargement illégal, avec une loi qui n'est pas facile à ficeler. Députés et sénateurs se sont-ils mis d'accord sur un texte commun sur le très délicat dossier du téléchargement? Ils étaient ce soir réunis pour tenter d'accorder leur violon. Elle a participé au débat et nous livre ses premières informations et réflexions. Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste et membre de la commission mixte paritaire, est ce soir l'invitée de Bouge la France. Bonsoir Catherine Morin-Desailly. Alors vous arrivez de cette commission mixte paritaire qui, je vous rappelle, dans laquelle il y a 7 députés et 7 sénateurs. Il n'y a aucune dépêche qui est tombée. Ça y est, tiens, voilà la première, mais vous allez nous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mesure où on savait que, bon, ici ça avait été adopté, que les députés, il y avait une sensibilité, notamment à l'intérieur du Parti socialiste, sur les sanctions entre députés et sénateurs socialistes. Finalement, qu'est-ce qu'il en sort ce soir? Bien, il en sort un texte qui correspond en fait assez bien aux accords interprofessionnels qui avaient été trouvés, accords dits l'Élysée, avec 47 professionnels de différents secteurs qui avaient défini en fait un ensemble de mesures, chacun faisant un effort les uns vers les autres. Il y a cet équilibre qui avait été trouvé en amont de la loi, qui avait été conforté au Sénat avec un certain nombre d'amendements, il faut bien le dire, notamment en faveur de l'offre légale, eh bien s'est retrouvé naturellement à la fin de cette CMP. Donc, on était resté sur, en ce qui concerne le téléchargement illégal et les sanctions, 2 avertissements qui entraîneraient ensuite une suspension d'Internet. Ça, c'est toujours voilà, en on est resté dans ce cadre-là, en réinsistant bien que c'est la partie prévention qui est importante, la partie éducation. Je crois qu'on ne saura jamais le rappeler. C'est le grand apport de cette loi par rapport à Davzi ou rappelons-le, cette loi faisait de tout internaute un délinquant en puissance. Il manquait cet aspect prévention qui se trouve là vraiment conforté. Alors les socialistes avaient proposé une contribution créative qui était prélevée directement sur les abonnements de tout le monde, qui aurait compensé un petit peu le téléchargement illégal. Est-ce que ça s'en est où? Et est-ce que ce n'était pas une façon finalement d'officialiser qu'on pouvait télécharger illégalement, quoi? C'est compliqué. Sans doute. Moi, je voudrais rappeler que les fournisseurs d'accès à Internet et de téléphonie mobile vont verser une taxe et une contribution à l'audiovisuel public. Donc, ils vont déjà participer au financement de la création. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que ce texte s'est efforcé de toujours trouver un équilibre sur le fil du rasoir qui n'est pas facile à atteindre dans un monde qui va continuer à évoluer considérablement. Donc les acquis d'aujourd'hui sont peut-être pas les acquis de demain. Il faut avoir conscience en cela. Les technologies vont beaucoup plus vite que les modes de... C'est un petit peu comme le dopage. Il a toujours de l'avance sur la lutte contre le dopage. Donc il faut en avoir conscience et il faut rester assez humble par rapport à ce projet de loi. Mais l'équilibre a toujours été, la recherche a toujours été de trouver un équilibre entre à la fois les droits et les devoirs des internautes, entre le soutien à la création, mais aussi la nécessité d'avoir une offre légale immédiatement riche et attractive sur le net pour éviter justement d'avoir la tentation de télécharger illégalement. Donc voilà, tout ça c'est un équilibre assez subtil à atteindre. Dans un monde où il faut se rendre compte, les choses évoluent extrêmement vite, extrêmement vite. Alors justement, c'est la haute autorité, la DOPI, la haute autorité sur les droits et la protection des droits sur Internet, qui va s'occuper de ça. On aimerait bien savoir comment elle va pouvoir arriver à trouver ceux qui fraudent, à les sanctionner dans les règles.
Voilà. Donc il y aura bien sûr, avec le travail aussi que font les fournisseurs d'accès à Internet, une vigilance qui va être exercée, où seront détectés donc des gens qui auront téléchargé, peut-être d'ailleurs en toute bonne foi. Je crois qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de prévention et d'éducation à faire dans ce domaine. Et ils auront tout simplement un message leur disant attention, vous avez les effectifs pour surveiller, de surveillants. Il y a un budget. La DOTPI est dotée d'un budget qui permettra, avec un certain nombre de personnes, de faire tout ce travail, qui sera un travail assez important, puisqu'on évalue à peu près 10 000 le nombre de mails qui pourraient être envoyés par an. Donc l'idée, c'est déjà d'avertir et de dire tout simplement, attention, vous avez téléchargé illégalement, et qu'il y a un message pédagogique qui dise, vous savez que la création, elle a un coût. Si aujourd'hui vous avez des contenus attractifs via le net, c'est bien parce qu'il y a eu des artistes, des interprètes en amont, qui ont depuis des années travaillé à ces contenus. Donc respectez-les, on vous explique comment ça fonctionne. Voilà, de manière à ce que vous ne téléchargiez plus. D'autant qu'on peut vous renvoyer vers des sites labellisés où vous avez une offre légale la plus disponible possible. Est-ce que ce n'est pas une loi de principe qui a été écrite là, parce qu'on sait très bien, vous le disiez vous-même, ça va évoluer, ceux qui fraudent aujourd'hui vont frauder d'une autre façon dans 6 mois et on aura toujours du mal à les rattraper. Est-ce qu'il fallait pas, prendre acte et dire voilà, on prend des positions tout en sachant qu'on aura du mal quand même à appliquer tout ça? Je pense que c'est une étape dans la nécessaire réflexion et évolution des modes et des pratiques. Aussi bien, j'allais dire, des consommateurs, mais aussi des industries culturelles, qu'elles soient de la musique ou du cinéma. Je crois qu'aussi ce monde-là, ce monde de la création, qui doit être respecté, doit aussi prendre conscience qu'on est dans un mode aujourd'hui qui est très différent d'il y a seulement même 2 ans, et que de nouveaux schémas de diffusion, de circulation de leurs œuvres doivent être absolument ne serait-ce que le mis streaming, en vous allez œuvre. faire comment? Tout à fait. Donc il y a des plateformes de streaming légales. Pour la musique, c'est Deezer. Il y aura sans doute la même chose également pour le cinéma. Je crois qu'il faut que ces gens-là aussi prennent conscience que l'idée, il faut qu'il y ait une mutation. Alors, elle est peut-être pas toujours facile aussi à imaginer. Je ne sais pas si vous vous remettez dans le contexte de Davzi. Chacun était un peu dans le brouillard. On ne pouvait pas imaginer. En 2 ans de temps, vous voyez comme les plateformes légales se sont multipliées. Comment même l'industrie du disque, finalement, on s'est dit, on va faire sauter les verrous, ces fameuses DRM, les mesures de protection technique, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas aller contre, une mer qui monte contre un banc de sable qui finalement s'effrite. Mais voilà. vous savez, parce que vous avez évidemment regardé ce qui se passe dans les autres pays, il y a des pays qui ont renoncé à écrire une loi comme ça, parce que ils ne préfèrent pas s'atteler à une écriture de principe en disant, voilà, ça va bouger. Alors la différence avec d'autres pays, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle l'exception culturelle française. La fameuse. Voilà, et vous savez, notamment dans ce qui concerne le domaine de l'audiovisuel, que chaque étape de mise en circuit d'un film est importante parce qu'elle va aller refinancer la création. C'est un circuit en boucle. Quand vous allez au cinéma, sur votre ticket de cinéma, il y a une petite partie qui repart à la création, qui permet à des auteurs plus inconnus, plus originaux de faire des films. Donc c'est ça aussi qu'on souhaite préserver. Encore une fois, le dispositif vise surtout à sensibiliser et à dire à quoi bon avoir plein de tuyaux qui vont se démultiplier s'il n'y a plus de contenu attractif. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à terme, ça peut être aussi un appauvrissement de la création culturelle. Mais encore une fois, il faut que les créateurs s'adaptent aussi et fournissent. C'est ce qu'on a voulu. Quand au Sénat, on a fait passer l'amendement de suppression des mesures techniques de protection pour la musique. C'est ce qu'on a voulu dire. Aujourd'hui, ne soyez plus à vouloir absolument protéger les CD, les machins. Il faut que ça soit interopérable immédiatement. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avec les films aujourd'hui, en disant, au bout de 4 mois, voilà, c'est lisible, les films seront disponibles en DVD. J'avais une dernière question à vous poser, relative d'ailleurs à ces sanctions qui seront mises en place. Si je suis sanctionné, au bout de 2 avertissements, on va donc me couper provisoirement mon accès à Internet. Est-ce qu'on va me couper aussi le téléphone que j'ai avec et l'accès à la télévision? Alors non, parce qu'on avait déposé, à la fois les sénateurs et les députés souhaitaient que l'offre, la coupure soit dissociée. Ce qui se répand de plus en plus d'avoir l'accès et les 3 accès. Je crois que techniquement c'est tout à fait possible. Donc ce qui consisterait à garder son téléphone et sa télévision et avoir l'abonnement Internet provisoirement suspendu. Mais ce qui est important aussi que nous avions voté au Sénat, qui était conservé dans la CMP, c'est qu'il y a une transaction aussi qui est possible. Parce qu'après tout, on peut tout à fait avoir téléchargé, avoir eu 2 avertissements. Puis on se rend compte, la sanction est là, elle arrive, on va être suspendu, on peut faire preuve de sa bonne foi et puis qu'il y ait une transaction
concertation, une négociation qui se mette en place, de façon à ce que le délai soit le plus court possible. Puis alors un dernier mot que je voulais dire sur un point qui est important, c'est la nomination du président de l'ADOPI. Au Sénat, j'avais déposé un amendement qui allait dans le sens que le président de l'ADOPI était élu au sein du collège de l'ADOPI par ses pairs, de façon à garantir l'impartialité et surtout cette indépendance très importante. C'est pas une instance comme les autres, c'est pas une entreprise publique, ce n'est pas l'entreprise France Télévisions, vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui a été décidé? À l'arrivée, bien que les députés avaient remis le principe de cette désignation par un décret ministériel, c'est la voie sénatoriale donc qui l'a emporté avec l'accord bien sûr du France Télévisions. Non, ça sera le même mode que ce qui préside jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'autorité de régulation des mesures techniques de protection qui avait été mis en place par DAVSI, qui va être remplacé par l'ADOPI. Il nous a semblé que c'était très important, comme pour la CNIL d'ailleurs, d'avoir un président qui ait une vraie indépendance. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes arrivé en même temps que la dépêche AFP, donc on a eu les informations en primeur pour Bouge la France. Merci beaucoup en tout cas. Bonsoir. On va revenir maintenant sur l'actualité et sur les unes des journaux de demain avec Saveria Rojek. À la une de Libération, la solidarité hors la loi. Demain, plus de 5000 citoyens vont s'accuser symboliquement du délit d'aide au séjour. Ils protestent contre la pression croissante mise sur les personnes qui aident les sans-papiers. Une proposition de loi socialiste visant à dépénaliser ce délit sera examinée le 30 avril à l'Assemblée. Même sujet à la une de La Croix, ils veulent continuer à aider les sans-papiers. Les associations appellent à manifester demain pour que ceux qui viennent au secours des clandestins ne soient plus poursuivis. Puis décidément, l'Humanité choisit également cette polémique en une. Nous sommes les délinquants de la solidarité, affirment 4 citoyens. Si l'aide est un délit, nous demandons à être poursuivis. Un tout autre sujet à la une des Échos, l'explosion des impôts locaux, plus 5,1% dans les 40 plus grandes villes de France. Nice est en tête avec la plus forte progression de la taxe d'habitation, plus 17,7%. Et puis à Paris, c'est la taxe foncière qui augmente de 11,7%. Et on termine avec une bonne nouvelle, elles sont rares. À la une de La Tribune, le moral des Français repart à la hausse, plus 20 points en 2 mois. Près d'un Français sur 2 veut croire que le G20 aura une influence positive sur la crise. Voilà Pierre. Très bien, merci beaucoup Saveria. Dans un instant, vous allez suivre les meilleurs moments de la journée ici dans l'hémicycle, avec notamment un amendement qui a été discuté, qui relance le débat sur le travail du dimanche. Et puis juste après, face à nous, avec Michel Grosseur qui reçoit Arnaud Montebourg, qui est secrétaire national du PS à la rénovation. Je vous le rappelle, c'était Orcérène Rousseau qui réalisait ce soir. Pierre-Henri Gergogne était en régie, comme d'habitude. Et Marie Billon a préparé les dossiers. On vous donne rendez-vous avec Saveria demain à partir de 22h. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Jeudi 9 avril, le Sénat adoptera définitivement le projet de loi création sur Internet. Mercredi soir, Public Sénat vous propose de voir ou revoir les dessous de la loi consacrés aux coulisses de son élaboration. Et jeudi, un Bouge la France fera le bilan de cette loi. Dimanche, en zone touristique. Je me demande toujours ce que cela représente en termes de perte de chiffre d'affaires, en termes de perte d'emploi et en termes de perte pour notre commerce extérieur. Le texte sur le tourisme qu'il faut aborder ce sujet-là. Je pense que ça nous poserait un vrai problème. Ce n'est pas une chance supplémentaire pour le tourisme, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Hervé Maurey. Non,
Ce n'est pas une chance supplémentaire pour le tourisme, c'est un recul supplémentaire pour le salarié et pour le citoyen. Monsieur Hervé Moret et Philippe Dominati ont ouvert le débat sur l'ouverture du dimanche dans les zones touristiques. Il n'y a pas de débat tabou. La pire des choses, c'est de ne pas débattre. Et en ne débattant pas, de ne se donner aucune chance de résoudre jamais aucun des problèmes, qui sont des problèmes forts, majeurs, qui aujourd'hui nous sont posés, pas uniquement au gouvernement, mais à la Haute Assemblée, mais aussi à celles et ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur le fait qu'on puisse mettre en péril les emplois ici ou là, ou empêcher qu'ils ne se créent.